Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer la maman d'un enfant autiste. Marjorie Weffler, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez un livre qui s'appelle « Derrière ton sourire ». Pourquoi ce livre? Alors, ce livre, je l'ai écrit pour raconter l'histoire de mon fils Silas, qui a aujourd'hui 8 ans. Et puis, juste avant ses 6 ans, il a été atteint d'un syndrome très rare, qu'on appelle le syndrome de LR ou le trouble désintégratif de l'enfance. Et puis, il est devenu autiste quasiment du jour au lendemain. Alors, dans votre livre, vous mettez en avant une date, c'est le 7 décembre 2014. C'est vraiment une date où votre vie de famille, votre vie conjugale a complètement basculé. Oui, tout à fait, parce que ce jour-là, Silas s'est réveillé le matin et puis il était complètement perdu dans des rêves, il ne nous répondait plus. Ça lui arrivait d'être un peu en train de rêvasser, mais là, il n'est plus jamais revenu. Et puis, il a commencé à se parler à lui-même, à avoir des hallucinations. Et puis, dans l'espace de 6 mois, à partir de cette date-là, il a complètement perdu la parole, il a perdu la compréhension et ses aptitudes sociales et tout ça. Donc, c'était vraiment une date tournante dans notre vie. Ouais. Vous avez des mots très très forts quand vous parlez de cette date-là. Vous dites presque que vous avez perdu votre enfant. Oui, tout à fait. C'était... Bon, à la fois, on a eu peur vraiment de le perdre. On a eu peur qu'il allait finir par mourir parce que chaque jour, on voyait quelque chose, il perdait une capacité, la propreté, la compréhension, la parole. On s'est dit, il va finir en chaise roulante ou il va peut-être mourir. On a cru qu'il avait une tumeur ou quelque chose comme ça. Et puis, heureusement, il est resté avec nous. Mais c'est quand même la perte de l'enfant d'avant, de celui qu'il était, de celui qu'on connaissait, qui était un petit garçon qui parlait, qui jouait, qui était très calme. Vous avez même des vidéos qui vous rappellent le souvenir de cet enfant-là. Oui, tout à fait. Puis j'ai une relation un peu ambiguë avec ces vidéos, parce que dans un sens, c'est bien qu'on ait un souvenir de comment il était, mais ça fait mal de les regarder, ça nous prend au trip de les voir. Et puis en même temps, c'est un peu des preuves pour les gens qui ne l'ont pas connu avant, qu'on n'est pas fou, que notre enfant était normal et puis qu'il n'a pas toujours été comme ça. Est-ce qu'il y a eu concrètement des signes un peu avant-coureurs ou précurseurs de cette désintégration dont vous parlez? Alors jusqu'à 3 ans, Silas montrait aucun signe quelconque anormaux. Et puis à partir de 3 ans, il y avait des petits moments où on se disait, tiens, est-ce qu'il aurait certains troubles très légers du spectre autistique? Par exemple, il était passionné uniquement par les trains, c'était vraiment une obsession, comme beaucoup d'enfants autistes. Mais bon, par contre, il n'était pas seulement à tourner les roues, il faisait des vrais circuits, il montrait beaucoup d'imagination dans son jeu, donc on ne se faisait pas trop de soucis. Oui, on peut juste mentionner que vous êtes formée, que vous êtes une spécialiste de l'enfance, et notamment du développement des enfants, donc voilà. C'est un peu une problématique avec laquelle vous êtes familière. Oui, voilà, j'ai fait des études en psychologie, et puis particulièrement dans le développement de l'enfant, donc j'avais quand même une idée de certains signes, etc. Le deuxième problème qu'on a eu, c'était le mutisme sélectif. Donc Silas parlait à la maison et puis dès qu'il rentrait dans un contexte formel comme l'école, il n'y avait plus un son qui sortait de sa bouche. Et j'ai même essayé d'aller avec lui à l'école un jour de congé, tout seul dans la cour de récréation, et puis impossible de prononcer un mot. Oui, vous racontez ça dans votre livre, parce que ce n'était pas en Suisse, c'était en Jordanie. Voilà, c'est ça. À cette époque-là, donc Silas est né en Jordanie, et nous y avons vécu pendant 10 ans. Donc il a passé toute son enfance en Jordanie. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait des défis assez énormes pour lui à l'époque, comme pour vos autres enfants, c'est de se familiariser avec le français, avec peut-être un petit peu le suisse-allemand de votre mari, puis en même temps l'arabe et l'anglais. Oui, c'est ça. L'école était en arabe et en anglais. On parlait français à la maison. Donc on s'est dit aussi, ces petits retards de langage, ces difficultés sont peut-être liées à ce trilinguisme, qui n'était pas un problème pour mes autres enfants, mais qui pouvait l'être pour lui. Alors aujourd'hui, en quoi ce syndrome de LR a complètement bouleversé votre vie familiale? Alors le quotidien a complètement changé, donc Silas a besoin d'une surveillance 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'il fait énormément de bêtises involontaires. Donc par exemple, il renverse tout dans la maison, le sel, le sucre, toute la nourriture qu'il trouve, il déplace les objets d'une pièce à l'autre, il peut se perdre, donc on a dû complètement clôturer l'espace de vie, on doit bloquer les frigos, les tiroirs. Parce qu'il est pris un peu d'un besoin de manger compulsif, on dirait. Voilà, il a très souvent faim, donc il est attiré par la nourriture, il la vole dans l'assiette des gens, ce qui complique nos relations sociales. Toute sortie à la plage ou comme ça, on doit faire très attention parce qu'il
il peut aller s'asseoir sur les genoux d'une dame et manger dans son paquet de chips, ou bien vous prendre votre glace et la lécher. Donc forcément, ça passe plus ou moins bien. Ça passe plus ou moins bien. Ça passait mieux en Jordanie, en fait. Les Arabes sont assez tolérants avec les enfants et partagent volontiers leur nourriture, mais en Suisse, ça passe moins bien. Donc il y a ce problème de la nourriture et puis aussi de la manipulation, c'est-à-dire qu'il va sortir la terre des plantes, il mange des cailloux, il se sert dans les poubelles, il peut mettre des mégots de cigarettes dans la bouche, etc. Donc il est tout le temps en train de toucher, il arrache toutes mes fleurs sur le balcon. Alors voilà. C'est vrai que le développement de tels comportements vous a contraint à revenir en Suisse. Voilà, oui, tout à fait. Donc en Jordanie, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de structure pour l'accueillir, où il y a le maximum de chances de peut-être se remettre ou se développer davantage. Et puis en Suisse, on avait droit à certaines aides, comme l'assurance invalidité, pro-infirmis, tout ça, auxquelles on n'avait pas accès en Jordanie. Et puis vous êtes rentré en 2016 ? On est rentré fin 2015. Fin 2015 en Suisse. Et puis, à partir de ce moment-là, comment s'est effectuée la prise en charge de Silas ? Voilà. Alors, on a eu la visite d'une assistante sociale de Pro-Infirmis qui est venue nous aider pour mettre en place plein de choses avec l'AI. On a pu inscrire Silas dans une école spécialisée, la Fondation de Verdeil, qui a été super bénéfique pour lui. Et qui nous a Il y a en Suisse une véritable prise en charge pour les enfants qui ont ce syndrome de LR. Oui, alors on a de la chance, je pense, en Suisse, enfin pas particulièrement pour son syndrome, mais dans le canton de Vaud, on est quand même bien accompagné. Il y a aussi une unité d'accueil qui a ouvert dans notre région, où on peut parfois poser Silas le week-end pour avoir un week-end entre guillemets normal, sans devoir sans arrêt se soucier de ses comportements et le surveiller. Donc on a quand même accès à plusieurs formes d'aide, mais ça prend du temps, hein, ça prend, pour que l'AI intervienne, ça prend plus d'une année pour avoir des résultats, mais on a de l'aide, oui. Et comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre enfant, l'évolution de Silas depuis que vous êtes rentré en Suisse ? Bon alors lui, en 6 mois, il a un peu tout perdu, et puis il n'a jamais vraiment récupéré, mais on a l'impression qu'il a atteint un plateau. Et puis que donc la situation se stabilise. C'est stabilisé, voilà, il ne devient pas pire. Il a un peu regagné confiance en lui grâce à l'école, qui fait beaucoup de choses, qui l'emmène à la piscine, qui l'emmène faire du cheval et tout ça. Donc il est devenu moins angoissé. Et puis, mais bon, c'est difficile d'imaginer le futur, l'adolescence. Est-ce qu'il va continuer à sauter sur les meubles, à grimper, à se mettre debout sur la table, c'est un fan du trampoline. Semble-t-il que voilà. Ça a été quelque chose, un objet assez essentiel à installer autour de votre maison. On a un trampoline à l'extérieur et un à l'intérieur pour éviter qu'il saute trop sur les meubles. Il a aussi un hamac qu'il utilise beaucoup. Il a un ballon gonflable de gym, mais il dégonfle sans arrêt parce qu'il manipule la valve et puis il ne se rend pas compte de la cause à effet, donc son ballon n'est pas toujours fonctionnel. Ouais. Mais par ailleurs, c'est un enfant qui chante beaucoup. Oui, c'est un enfant joyeux, qui a beaucoup le sourire et puis qui retient, son don particulier, c'est qu'il retient toutes les mélodies. Donc tout ce qui passe à la radio, tout ce qu'il entend dans la voiture, tout ce qu'on peut chanter à l'église ou autre, Silas ne le chante pas vraiment en même temps que les gens, mais il le chante après. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas dans votre livre, Derrière ton sourire, vous relatez que vos autres enfants, vos 3 autres enfants, entrent en relation avec lui, notamment au travers de la musique et des chansons. Voilà, vu qu'il aime fredonner, souvent il s'amuse à essayer de lui mettre une chanson dans la tête et voir qui c'est qui gagne, quelle chanson va ressortir quand tout le monde chante en même temps. Et puis aussi quand Silas fait une grosse crise, et on ne sait pas pourquoi, parce que quand il pleure, vu qu'il ne parle pas, on ne sait pas à quoi c'est dû. Souvent, on peut lui changer les idées en mettant de la musique. Donc, on utilise beaucoup la musique pour nous aider avec lui. Ouais. Marjorie Weffler, vous êtes quelqu'un d'engagé dans la foi chrétienne. Comment est-ce que vous avez vécu ce cataclysme, entre guillemets, dans votre famille ? Quand c'est arrivé, bien sûr, on a prié pour Silas, on a prié pour sa guérison, on a prié pour qu'il aille mieux, on a prié pour que Dieu nous donne la force. Et puis, on n'a pas vu de résultat au niveau d'une guérison miraculeuse. Mais par contre, on a toujours eu la conviction que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, à tout moment, même quand on était vraiment au fond du trou, on se disait, il peut ressortir quelque chose de bien de cette situation. Dieu va nous aider à la traverser, etc. Dans votre livre, vous dites que finalement, vous avez renoncé à une réponse au pourquoi
mais vous vous êtes intéressé plutôt à répondre au comment. Alors expliquez-nous. Oui, tout à fait. On s'est pas dit pourquoi Dieu nous envoie cette épreuve. On n'a pas eu ce sentiment-là que... Oui, parce que vous étiez engagé en Jordanie, vous voilà. aviez tout un rayonnement auprès des réfugiés là-bas. On pouvait penser que votre avenir était sur place. Voilà, oui. Mais on s'est plutôt dit, c'est des choses qui arrivent, pourquoi pas nous? On n'est pas meilleur que les autres, ça peut nous arriver aussi. Maintenant, comment est-ce qu'on va vivre avec cette réalité au quotidien? Comment est-ce qu'en famille, on va s'unir pour traverser cette épreuve et puis pour répondre au mieux aux besoins de Silas. Et comment est-ce que vous le faites concrètement via votre foi chrétienne? C'est difficile à dire, mais ouais, tout simplement, on essaie de se concentrer aussi sur l'instant présent. Ça, c'est quelque chose que Silas nous a appris. À pas toujours penser au lendemain, à se concentrer, à chaque jour suffit sa peine, et puis à essayer de l'accompagner au mieux dans la joie. On a aussi réalisé que on a une joie qui ne dépend pas des circonstances, et puis que même quand les choses sont difficiles, il y a toujours la paix de Dieu et puis la joie qui nous accompagne. C'est vrai que quand vous évoquez les choses comme ça, on a l'impression que voilà, ça se passe plutôt facilement, mais il y a parfois des journées où vraiment les bêtises, comme vous dites de manière très pudique, sont telles que ça a de quoi déstabiliser même une maman de 4 enfants. Ah, tout à fait, il y a des jours où on n'en peut plus, on se met à pleurer, on aimerait... Dimanche dernier, on n'en pouvait plus. Les week-ends sont plus difficiles que la semaine pour les familles d'enfants handicapés, parce que la semaine, l'enfant est pris en charge dans une institution, dans une école spécialisée. Puis le week-end, on l'a toute la journée, du matin au soir. Donc ça commence par ne pas bien dormir la nuit, se réveiller le matin très tôt. Si on ne se lève pas très tôt, on retrouve le salon en chantier total, tout ce qu'il aura détruit, renversé, etc., tout ce qu'on aura pu oublier. Puis après, du coup, la maison est sans arrêt en désordre. On se dit on veut sortir d'ici pour changer les idées, mais toutes les sorties sont compliquées. Donc dimanche dernier, on a essayé d'aller dans un chalet d'alpage manger. Puis si là, ça fait une crise, on n'a pas pu terminer notre repas. Le regard des autres est difficile. Donc c'est sûr qu'il y a des moments où on aimerait juste être une famille normale, comme tout le monde, et puis pas... que toutes les sorties, toutes les activités soient compliquées à cause du syndrome de Silas, c'est sûr. Alors vous publiez Derrière ton sourire, c'est quoi? Une sorte d'appel aux Suisses qui vous entourent, à quelque part davantage de compréhension par rapport à la situation que traverse votre fils et passablement d'autres enfants aussi en Suisse romande? Oui, tout à fait. J'aimerais bien, à travers de ce livre... sensibiliser les gens aux problèmes des handicaps invisibles, parce que chez Silas, ça ne se voit pas du tout qu'il est handicapé. Sur la couverture du livre, il est magnifique, ce garçon. Voilà, il a un beau sourire, des beaux yeux bleus, et puis on ne se rend pas forcément compte que ses comportements, il ne les fait pas exprès, mais que c'est lié à un handicap. Donc très souvent, on doit s'excuser, c'est difficile, on n'ose pas sortir, on a peur du regard des gens, parfois on doit le promener avec une laisse ou des choses comme ça pour pas qu'il file trop loin. Donc c'est toutes des choses qui sont difficiles. Et puis on aimerait bien que les gens puissent avoir plus de compréhension envers les enfants qui ont des handicaps qui ne se voient pas. Et parfois plus légers que Silas, comme des handicaps de dyslexie, dyspraxie, etc. Marjorie Weffler, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info pour nous parler de ce livre que vous publiez, ce livre de chronique de votre quotidien autour du syndrome de LR de votre fils qui s'appelle Silas. Je rappelle que ce livre s'intitule Derrière ton sourire et qu'il est publié par vous et qu'il est accessible via le site internet derrièretonsourire.com. C'est ça, oui. Merci. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.